Alassane Ouattara prépare une insurrection populaire au Mali. Si Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, a bel et bien reçu et offert gîte et couvert aux hommes politiques maliens opposés à la transition, cela n'est évidemment pas fortuit. Dans un premier temps, c'est bien son jeune frère, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, qui avait été chargé par lui d'organiser la résistance à partir du territoire ivoirien. Ce dernier leur a assuré qu'ils avaient le feu vert du despote pour organiser un coup d'État en complicité avec des militaires maliens afin de chasser les 5 colonels de Bamako. À l'époque, Chris Yapi avait fait plusieurs publications pour alerter les autorités maliennes sur ce qui se préparait. Il vous souvient qu'en janvier 2021, j'avais révélé que le voyage parisien de l'ancien président de la transition malienne, Bandao, qui s'était inféodé à Abidjan et avait bénéficié du soutien diplomatique actif d'Alassane Ouattara. Ce dernier avait fait des pieds et des mains pour que le colonel fermier retraité, Bandao, puisse être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le but était de lui faire injonction d'être courageux et de se débarrasser des 5 colonels qui, déjà à l'époque, empêchaient la France de réaliser son dessein hégémonique impitoyable au Mali par les postes stratégiques qu'il détenait, la défense et la sécurité. Il faut savoir que la stratégie de la France et de la communauté internationale est de diviser le territoire malien qu'elle juge trop immense avec 1 241 238 km² et trop riche. D'après les études récentes, le Mali serait parmi les premiers pays d'Afrique les plus riches en ressources minières. Or, pétrole, gaz, manganèse, lithium, cobalt, cuivre, uranium, etc., comme le révèle à titre d'illustration le reportage datant de 2020 d'Africa 24 que je vous invite à écouter. Avec ces immenses ressources énergétiques situées à cheval sur les territoires de la Mauritanie, du Niger et de l'Algérie, et également ses réserves de gaz situées à proximité de la capitale Bamako, le Mali pourrait attirer les convoitises. Le pays a tenté de dynamiser son industrie pétrolière à l'image de celle minière, mais la faiblesse de la gouvernance et l'insécurité dans le nord du pays, principal bassin pétrolier, empêchent réellement la mise en valeur du potentiel pétrogazier du Mali. La découverte alors de ces potentialités gazières et pétrolières a suscité beaucoup d'inquiétudes au Mali. Et la société civile malienne estime que la découverte de ces gisements pétroliers gaziers pourrait être la deuxième chance qui va alors permettre au Mali de renaître à nouveau dans le Conseil des Nations à travers un développement inclusif qui va permettre à ces populations réellement de bénéficier des fruits de la croissance liés à la production gazière. Avec un potentiel gazier et pétrolier de 850 000 km² selon les études menées par l'autorité pour la recherche pétrolière, le sous-sol des régions de Gao, Kidal et Tombouctou, qui abritent 4 bassins principaux, suscite beaucoup d'espoir pour le Mali. Toutefois, les groupes armés rendent quasiment impossible les campagnes de forage dans la zone, selon les spécialistes. Les rébellions successives, notamment Touareg, on estime que l'une des raisons essentielles constitue le contrôle de potentialités gazières et minières dans cette partie du pays en réalité, au-delà des questions d'ordre indépendantiste. Dès 2012, le Mali a engagé une véritable réforme institutionnelle avec la mise en place d'une autorité de régulation du secteur pétrolier et gazier. Aujourd'hui, nous n'avons quasiment pas d'informations réelles sur les potentialités réelles. Et la société civile malienne avait déjà interpellé le gouvernement d'alors de pouvoir publier toutes les informations concernant ce secteur aussi stratégique au même plus que le secteur minier. Vu le fort potentiel des bassins pétroliers et gaziers au nord du Mali, certaines puissances occidentales n'ont pas hésité à déstabiliser le pays dans le but de mieux profiter de ses ressources, à en croire certains observateurs. En 2013, la chaîne de télévision Al-Kara révélait déjà le potentiel gazier et pétrolier énorme du Mali. Écoutez encore. Le Mali pourrait devenir à terme un pays producteur de gaz et de pétrole, déclaration du ministre malien des Mines en visite fin février sur le site d'exploration de la compagnie canadienne Petroma à 60 km au nord de Bamako. Selon lui, les réserves pétrolières du Mali seraient sous-exploitées. Plusieurs zones abriteraient d'importants gisements. Le bassin sédimentaire de Taoudéni, à cheval sur le Mali, la Mauritanie et l'Algérie, est le plus prometteur. Les estimations font état de 28 millions de mètres cubes de gaz. Aucune production pour l'instant, mais plusieurs sociétés y mènent des campagnes d'exploration, dont Total et la Sonatrach.
D'autres zones pourraient également être riches en hydrocarbures, comme le Graben de Gao, les bassins de Tamesna et des Youlemeden, frontaliers avec le Niger, et enfin le rift de Nara, proche de Mopti. Cependant, cette zone saharienne est encore méconnue. Les majors actifs dans la région y font leurs premiers pas et n'ont pas dépassé le stade de l'exploration. L'Algérie est un des pays qui investit le plus dans ce secteur. Présente au Niger et en Mauritanie, elle est active au Mali depuis de nombreuses années. Elle possède plusieurs blocs via l'entreprise Sipex, filiale internationale de la Sonatrach. Elle s'est également associée avec l'italienne Eni pour partager les coûts d'exploration. Des coûts très élevés dus à l'enclavement des zones prospectées, mais également à la guerre qui touche le pays. C'est exactement pour ces raisons que le régime de Paris, héritier de ses vieux réflexes racistes, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, avait estimé de longue date que le Mali était trop grand et trop riche pour être laissé à un seul gouvernement basé à Bamako. Il s'est agi très tôt, dans les plans sordides de la Ve République française, de diviser à tout prix ce pays pour mieux régner sur lui sous le prétexte trompeur des différences culturelles et raciales prétendument irréductibles entre les métis blancs du nord du Mali et les populations noires en général du Mali. Voilà pourquoi le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été on ne peut plus clair. Citons-le. Après un temps d'allégresse, en 2013, quand les soldats français ont libéré le nord du Mali tombé sous la coupe de groupes djihadistes, l'intervention s'est muée dans un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali qui a consacré la sanctuarisation d'une partie du territoire malien où les terroristes ont eu le temps de se réfugier et de se réorganiser pour revenir en force à partir de 2014. Comme pour le Soudan, qui a été coupé en deux, il s'est agi très tôt d'en faire deux pays, deux États distincts, pour que les puissances occidentales puissent se servir à vil prix dans les immenses gisements de pétrole, de gaz et autres commodités dont leur sol regorge. La même stratégie a été organisée en Libye. En effet, ce qui a été décidé dans ce pays était de tuer le colonel Kadhafi, qui était devenu trop gênant par ses idées révolutionnaires, et de balafrer la Libye pour en faire plusieurs États. Au départ, il voulait y créer 3 pays et 3 États. La Libye ainsi fragilisée, il pourrait faire main basse sur les immenses quantités de pétrole de ce pays. Il faut signaler que la Libye sous Kadhafi en 2007 est présentée de la manière suivante. Les réserves de pétrole en Libye sont les plus importantes en Afrique et les 9e dans le monde, avec 41,5 milliards de barils, soit 3% des réserves mondiales de pétrole en 2007. La production de pétrole était de 1,8 million de barils par jour, donnant à la Libye 63 années de réserve au rythme actuel de production et en l'absence de nouvelles découvertes. Mais revenons-en au Mali. Pour résumer, il faut tout simplement dire que le Mali est victime de la richesse de son sous-sol tant convoité. Les 5 colonels de la révolution du Mali Koura sont considérés par la France et ses alliés occidentaux comme les empêcheurs de tourner en rond. Puis, ces colonels ayant osé lorgner du côté de la Russie et de la Chine pour l'exploitation de ces ressources naturelles que la France considère comme siennes ad vitam aeternam, il fallait depuis lors les éliminer. C'étaient là les raisons d'un casus belli, une quasi-déclaration de guerre pour les puissances occidentales. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, qui est le pivot de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest, avait été choisie pour organiser les opposants dissidents du Mali afin de mettre hors d'état de nuire la transition malienne rebelle. La preuve en est qu'officiellement le gouvernement Macron avait expliqué aux parlementaires français qu'il fallait imposer au Mali de discuter avec les rébellions maliennes pour leur permettre de créer plusieurs États dans ce pays. À ce sujet, Chris Yapi a trouvé cet excellent résumé du double jeu français contre le Mali dans cet article du chercheur africain installé en Chine, professeur Yoro Diallo, chercheur principal, directeur exécutif du Centre d'études francophones, directeur du Musée africain, Institute of African Studies, Zhejiang Normal University. Voici le récit des faits par l'universitaire de Pointe. Remontons dans le temps, arrêtons-nous à partir de l'année 2011 pour nourrir la réflexion au regard des actes posés de façon chronologique par la France. En 2011,
se servant du mensonge d'État du président Nicolas Sarkozy et son conseiller Bernard-Henri Lévy, la France embarque l'OTAN dans sa funeste entreprise de tuer Mouammar el-Kadhafi. Elle arme l'opposition du régime libyen qu'elle appelle rébellion populaire. L'assassinat de Mouammar el-Kadhafi provoque le chaos en Libye et l'implosion de l'arsenal militaire du pays. Dans sa macabre mission, la France propose aux Touaregs d'origine malienne, engagés dans l'armée libyenne, de lâcher Kadhafi contre un État Touareg dans le nord du Mali. M. Hama Ag Mahmoud, ancien membre du MNLA en charge des affaires extérieures, confirmera ce deal en ces termes. La France a demandé au MNLA de l'aider à faire déserter tous les combattants Touaregs qui étaient dans l'armée libyenne pendant la guerre de Libye et de bloquer le recrutement des Libyens dans le nord du Mali et dans l'Aïr au Niger. En contrepartie, elle nous avait demandé son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. C'est l'accord qui a été conclu avec la France. Fin de citation. Fort de l'engagement de la France, les Touaregs maliens retournent au pays avec armes et bagages en traversant des frontières sans être inquiétés. Ils seront accueillis par les autorités maliennes qui ne voyaient pas en eux un danger pour la sécurité nationale. Quelques semaines après leur installation, ce groupe Touareg fait la jonction avec le mouvement de libération de l'Azawad, MLA, et les signataires de l'accord de paix de 2006 pour créer le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et ravive la rébellion. Pour mémoire, au moment du déclenchement de cette rébellion séparatiste, les responsables politiques et administratifs de la région de Kidal étaient tous des ressortissants de la dite région, les maires, les présidents de conseils de cercle, les députés, les préfets et le gouverneur. À la même période, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, principal instrument de développement des collectivités de base, était dirigée depuis plusieurs années par un Touareg. Le 24 janvier 2012, appuyés par des terroristes étrangers, membres d'AQMI, les rebelles massacrent une centaine de militaires maliens à Aguelok. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de France, réagit. Le MNLA est en train de remporter d'incontestables succès dont il faudra tenir compte. Le 4 février 2012, les dirigeants français autorisent une manifestation de soutien au MNLA devant l'Assemblée nationale française. Quelques jours plus tard au Sénat, Alain Juppé expose les intentions réelles du gouvernement français en ces termes. Le Mali a échoué face aux combattants du MNLA. La question de la révolution du peuple de l'Azawad mérite d'être traitée à fond pour une issue définitive. Le 2 avril 2012, Alain Juppé participe au sommet de la CEDEAO à Dakar. À quel titre, se demande-t-on? Lors de ce sommet, Alain Juppé s'oppose à la constitution d'une force d'intervention africaine de 3000 hommes, estimant que cette force est disproportionnée face aux Touaregs qu'il évalue à 500 combattants. Le 6 avril 2012, les autorités maliennes et les rebelles signent un accord laissant entrevoir une résolution de la crise. Au même moment, la France autorise les porte-paroles de la rébellion à mener campagne pour l'indépendance des régions nord du Mali sous le nom d'État de l'Azawad. Les télévisions françaises, TV5, France 24, le Parlement européen à Bruxelles leur servent de plateforme de communication. C'est un grand moment aujourd'hui pour le peuple de l'Azawad, en hommage aux combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en hommage à l'ensemble des populations de l'Azawad durant toutes ces années de marche à la quête de la liberté et de l'indépendance, que ce soir, le comité exécutif du MNLA, à travers son secrétaire général, M. Bilal Agha-Chérif, a proclamé solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad. Et cela en considérant effectivement le droit international, notamment le droit relatif au droit à l'autodétermination, et considérant effectivement les massacres et les exactions encourus par le peuple d'Azawad depuis plus de 52 ans d'indépendance du Mali, et en respectant aussi toutes les frontières ici du découpage colonial qui sépare l'Azawad des autres pays voisins. Nous proclamons solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad à partir de ce jour, à ce moment précis. Le MNLA
a pu libérer, et de manière très héroïque, les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, en faisant le minimum de victimes auprès de la population civile, alors nous assumons complètement le rôle et la responsabilité qui nous incombe désormais de sécuriser ce territoire et de le préserver et d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Nous avons une culture millénaire, nous avons une culture de tolérance et d'ouverture envers le monde, une culture qui n'a jamais imposé à qui que ce soit un quelconque culte ou une quelconque religion, et nous allons continuer dans ce sens en disant non à tous les extrémistes. Le groupe Ansar Eddine, plus communément connu sous le nom d'Ansardine, dirigé par Iyad Ag-Ghali, ancien diplomate malien en Arabie Saoudite, profite de cette situation pour s'associer à d'autres groupes terroristes et constituer une colonne pour descendre vers le centre du Mali. Le président de la République par intérim à l'époque demande à la France un appui aérien et un renseignement pour aider à restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Il n'était pas question de troupes françaises au sol. Plus tard, Django Sissoko, à l'époque Premier ministre, le confirmera en ces termes. Il faut qu'on nous explique pourquoi la France est intervenue au sol. Il y avait urgence à agir, puisque les terroristes d'Ansar Eddine avaient pris l'initiative de foncer vers le sud, et vraisemblablement de se diriger en direction de Bamako. Si la capitale du Mali avait été prise, c'était un effondrement de l'ensemble du pays, avec des conséquences incalculables sur toute la sous-région. Et donc nous avons été nombreux, presque unanimes, à soutenir cette première phase de l'intervention française qui s'est concrétisée par des frappes aériennes qui ont stoppé effectivement l'avance des colonnes terroristes. Maintenant, nous sommes passés à une autre phase de l'opération qui n'était pas prévue, qui avait même été exclue par le président Hollande, qui avait expliqué qu'il n'y aurait pas de troupes françaises au sol. Je vous rappelle qu'on est dans une ère géographique où la France a été, dans l'ancien temps, colonisateur, et la présence de soldats français sur le sol de cette région sahélienne n'était peut-être pas la meilleure chose à envisager. On s'est lancé dans cette opération, et aujourd'hui, nous sommes donc confrontés à des risques extrêmement élevés, et nous sommes seuls. Le 11 janvier 2013, l'opération Serval est déclenchée. Un hélicoptère de l'armée française fait face à une colonne de djihadistes à Kouma et à Djabali. Les villes de Tombouctou et de Gao seront libérées par les armées françaises et maliennes. L'armée française interdit à l'armée malienne l'accès à Kidal, alors occupée par Ansardine de Iyad Ag-Ghali. Fin de citation. L'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4000 militaires avec un budget de 1 milliard. Mais est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation de Mali? 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. 1 milliard de francs CFA par jour. Tout le reste est venu de ça. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Les unités spéciales, ils ont pris un EFIS. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous leur demandez de partir? Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé... C'est une certaine pression de la part des autorités et de la rue. Pas du tout. On a vu les pancartes fleurir les pancartes sont venues plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. À un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout d'égo annoncer. Ce jour-là, notre président lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est Al-Qaïda et les GIS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où est Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils partent se concentrer dans la zone des zones 3 frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre à Al-Qaïda. L'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réécriture de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Voici donc l'enjeu de la guerre que la France et ses alliés mènent contre le Mali. Et les opposants renégats et complices du malheur du Mali, depuis Abidjan, devaient jouer leur partition.
Elle consistait à organiser des militaires maliens qui auraient eu l'appui logistique, financier et la formation de la France et de la Côte d'Ivoire pour accomplir leur forfait. Maliens, Maliennes, sachez-le, et cela est indiscutable. La France et ses alliés se battront jusqu'au bout pour diviser le Mali et en faire au minimum 2 États distincts et faibles, pour les obliger à brader leurs richesses minières et minéralogiques. Depuis le 19 octobre 2020, Chris Yapi a été le premier enquêteur à révéler ce complot, et ce, pendant des mois. Ayant échoué à faire le coup d'État salvateur pour eux, la France et ses alliés, dont la Côte d'Ivoire, viennent de changer le fusil d'épaule. Il s'agit maintenant de créer une insurrection populaire comme en 2020. Les opposants s'étant révélés incapables de convaincre les militaires d'aller au suicide, désormais ce sont les syndicats et une partie du peuple qu'ils veulent organiser et les amener à se révolter contre la transition afin de créer le chaos et la chienlit au Mali. Pour réussir leur complot, une cagnotte de 25 milliards de francs CFA a été mobilisée pour inonder de corruption les milieux politiques, syndicaux, religieux et populaires à travers le Mali. D'ailleurs, les sanctions économiques et financières injustement imposées au Mali n'avaient pas d'autres objectifs. Écoutons encore Alassane Ouattara et Boubou Cissé au travail contre le Mali dans l'audio authentique que vous connaissez tous. Je pense qu'ils ont beaucoup de pression, oui. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. Ils ont 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Chris Yapi vient à nouveau avertir le peuple malien que dans les semaines à venir, de nombreux syndicats, à leur propre insu, vont tomber dans la surenchère des revendications dans un pays mis à mal par le terrorisme. Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, humilié par l'affaire des 49 soldats opportunément arrêtés, crie vengeance et ne calcule pas pour les moyens à débourser. Comme je l'ai déjà révélé, l'opération des 49 soldats consistait à y introduire de puissantes armes de guerre qui devaient servir à des complicités internes pour balayer la transition malienne. Maliennes et Maliens, ce que je vous dis est dans tous les cas la stricte vérité. Bientôt, le Mali sera en ébullition. Le régime de la transition risque de vaciller. Mais comme je viens de dévoiler le complot, c'est à vos autorités d'anticiper pour faire échec à cette énième tentative de déstabilisation. Ceux qui veulent croire, qu'ils croient. Ceux qui veulent, qu'ils ne croient pas. Que le peuple malien se mette en prière et qu'il ne ferme jamais l'œil 24 heures sur 24. À bon entendeur, salut. Est-ce le MNLA renonce à l'indépendance? Nous disons non, nous ne renonçons pas à l'indépendance, mais nous nous inscrivons dans la logique d'un mouvement démocratique, des mouvements qui est conscient des réalités de la géopolitique qui se joue aujourd'hui sur notre territoire, et nous devons aller à des discussions avec la communauté internationale en acceptant de parler de tout. Nous avons fait... Y compris de l'indépendance. Parler de l'indépendance, oui, on peut parler de l'indépendance. Renoncer à l'indépendance. On ne renonce pas à l'indépendance. La retarder. Ce qu'on a dit, c'est qu'on est prêt à discuter sur l'ensemble des revendications du MNLA sur la base de l'autodétermination du peuple de l'Azawad. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.